Le passé est-il vraiment du passé? Ne subsiste-t-il pas à portée de main, invisible mais toujours agissant? Suis-je une femme d'aujourd'hui ou d'autrefois? L'Antiquité clignote devant moi. Platon, Homère, les stoïciens ou les épicuriens, Lucrèce, Virgile et Horace. Le continent affleure par intermittence comme sous la poussée d'une marée montante et descendante, et je marche vers lui. Il faut savoir que le père de Mécène, Lucius Maecenas, avait suivi un ambitieux prêteur, Perpenna, jusqu'en Lusitanie, où se trouvait Sertorius, qui faisait la guerre à Rome depuis les provinces ibères. La guerre civile s'exportait dans les provinces. Lucius était mort, non pas au combat, mais dans un sordide règlement de compte. On était en 72 avant Jésus-Christ. Mécène venait de naître. La seule consolation pour la famille avait été que Pompée assassine à son tour Perpenna, après que celui-ci avait assassiné et Sertorius et Lucius. La mère de Mécène, Milacilnia, était pour beaucoup dans cette tragédie. C'est par piété familiale qu'elle avait poussé son mari à suivre Perpenna, venu lever des troupes autour d'Arretium, cité où sa famille possédait de grands biens. Perpenna imaginait recueillir les voix de ceux que la guerre sociale avait lésés afin de servir ses ambitions politiques. Les Silni, vieille famille d'ascendance royale remontant au temps du dernier Loucomone d'Arretium, le prêtre roi de la cité, en étaient. Lucius avait cédé à sa femme malgré les supplications de son père, un chevalier paisible. Elle avait tenu à le suivre jusqu'en Lusitanie. C'est là qu'était né le petit Caius Maecenas, notre Mécène, dans le drame. Tous les partisans de Sertorius étaient frappés de bannissement. Il fallut à la mère et à son bébé attendre une loi sur la restauration de la concorde civile, emmenée par le jeune César, pour pouvoir rentrer en Italie, à condition de se faire oublier, suppression des droits civiques et interdiction de mettre les pieds à Rome. Les dieux, dans leur bienveillance, dit Horace, ont voilé d'obscurité l'avenir. Derrière, grâce aux livres, aux récits, on croit pouvoir voir plus loin. Je ne cherche pas l'enfant en moi. Je ne cherche pas mes aïeux. Je cherche l'invariant d'Homère jusqu'à moi. Je cherche le noyau dur qui affronte l'avenir. Mécène a 2 ans. Il grandit dans l'immense propriété des Silni, fils unique d'une mère qui l'adore et lui inculque la fierté de ses origines. Comparé aux Étrusques, les Romains sont des brutes. C'est un petit garçon solaire qui court en liberté dans les collines avec le fils du Vilicus. La nature lui entre la beauté dans l'âme. Un pédagogue fait l'école à Mécène et au fils de l'intendant. Ils sont assis à la table, chacun avec un calame. Mécène est très doué. Les lettres se forment d'elles-mêmes dans sa main. Il apprend à lire le latin dans la loi des 12 tables et le grec dans l'Iliade et l'Odyssée. Il retient tout. Il n'a pas de plus grand plaisir que de réciter des passages entiers. Il a mué. Caius Maecenas, il a du poil. Pour ses 13 ans, sa mère lui achète au marché un nouveau pédagogue. Il est grec et s'appelle Leftéris. Il a passé 2 ans à Rome chez les Calvi et se pique de modernité. Il lui fait découvrir les nouveaux poètes et la poésie alexandrine. Théocrite, Callimaque, le chant léger, dansant de leur maître, et inestimable cadeau, leur émule latin, Catulle. Leftéris lui donne Catulle, et ce faisant ouvre une fenêtre dans sa tête. L'audace, la moquerie, l'injure et les choses défendues, les prostituées, l'amour fou pour Lesbie. César supporte d'être traité de serpillière à cul? Faut croire. Et pourquoi Lesbie aime-t-elle tant son moineau?
Pourquoi ? Parce que son moineau, c'est ça, disait Leftéris en posant sa main sur le petit sexe de son élève, qui rougissait violemment. Ils étaient toujours fourrés ensemble, étudiant ou courant les bois, explorant les voluptés d'Eros. Leftéris lui avait taillé un calame dans un roseau. « C'est pour toi », lui avait-il dit, « pour écrire tes premiers vers. » Il les avait écrits en tremblant, la tablette posée sur le dos nu de Leftéris allongé dans l'herbe. Il lui murmurait à l'oreille qu'il serait poète ou rien. À Rome, la rhétorique l'a ennuyé, la philosophie aussi. Et la maison, juchée sur le mont Esquilin, était si petite, si sombre. Le jardin butait sur le mur servien, la muraille qui entoure Rome depuis 4 siècles. Le quartier sentait mauvais, l'autre côté du mur était une sorte de charnier à ciel ouvert où les bouchers jetaient leurs carcasses et les compagnies de fossoyeurs, les cadavres des indigents. L'Esquilin n'est pas un beau quartier. Catulle était mort juste avant qu'il n'arrive. Il aurait tant aimé lui montrer ses imitations. « Je veux être poète », disait-il à son grand-père qui levait les yeux au ciel. Il avait le cafard, la campagne lui manquait, sa mère lui manquait. Il n'aimait pas ses professeurs. Il ne voulait pas faire de rhétorique. Son grand-père ne voulait pas faire venir Leftéris. Il s'enfermait dans sa chambre à essayer des versiculi, des petits vers qui étaient dans l'air du temps. Et puis, il avait découvert Lucrèce. Lucrèce a tout balayé. Et toujours, il lira Lucrèce. Toujours, jusque dans les derniers jours de sa vie. La mort n'est rien pour nous. Tu es, elle n'est pas. Elle est, tu n'es plus, dit Épicure, le maître de Lucrèce. Quoi de plus évident ? La révélation des atomes surtout l'a ébloui. La grande explication scientifique du monde qui éjectait de l'âme la religion. La nappe sur laquelle son père est tombé, poignardé dans le dos, rougie du sang qui coule. Je t'en prie, mon enfant, contente-toi de ton rang, de cette vie calme et paisible de chevalier, à l'abri des orages de l'envie et des accusations de la haine, lui a fait promettre son grand-père avant de mourir. Il ne s'est pas éloigné de sa promesse, a fait fructifier son patrimoine. Il s'y est mis avec ardeur et efficacité. Et c'est une grande satisfaction pour lui de voir sortir de sa propriété le blé, l'huile et les pétales de rose. Les pétales de rose sont un excellent article. On en a besoin dans les banquets et les cérémonies religieuses. Mais surtout, il a donné un formidable essor à la fabrique de terre cuite des Silni, en mettant au goût du jour un nouveau décor de vaisselle, un vernissé rouge, encore connu sous le nom de sigillé arétine. Les légionnaires en répandent l'usage dans les provinces où ils stationnent. On en trouve jusqu'en Bourgogne et en Bretagne. Profit exponentiel. Il a multiplié les fours par 10. Quand il n'y a pas de vent, la fumée stagne dans le ciel d'Aretium. Aux qualités de son grand-père, Mécène ajoute le goût de la beauté, le besoin de la beauté que lui ont donné sa mère, le ciel et les courses dans les collines. Il achète et collectionne des antiquités, ces merveilleux petits bronzes étrusques vieux de plusieurs siècles que sa mère aime tant, notamment les statuettes, tellement allongées qu'on les confondrait de loin avec des bâtons. Il faut se rapprocher pour voir la tête et les mains au bout des bras collés, le sexe comme un coquillage. Il aime aussi les bijoux égyptiens, la vaisselle de céramique et même les cailloux, sans parler des tissus. Un monde de choses belles. Il n'a plus de place pour les mettre dans la maison de l'Esquilin. La première fois qu'il a vu César, c'est en 49 avant Jésus-Christ, à Rome, lors d'une requitatio chez Asinius Polion. Polion est un chevalier. Comme Mécène, il aime la poésie et s'y mesure. Il a été un ami de Catulle, et de ce fait, Mécène lui voue de l'admiration.
On lui doit l'invention des recitationes, des réunions privées où, après avoir régalé ses amis, il lit et soumet à leur critique ses poèmes, offre à ceux qui le désirent de se lancer à leur tour. Mécène s'est débrouillé pour en devenir un habitué. Mais contrairement à Mécène, Asinius Pollion a le désir de participer à la vie politique de la République. Il a suivi César en Gaule, en Afrique, en Espagne. Les recitationes manquent à Rome, où toute une société de jeunes gens est devenue friande de poésie, de Nugae ou de Versiculi, ces petits poèmes légers dont Catulle a lancé la mode et qui sont pour Mécène un souvenir de Leftéris. C'est la vie qu'il aime, les poèmes et les affaires. Une idée germe dans ses pensées. Pourquoi n'organiserait-il pas lui-même des recitationes ? L'idée le tarabuste, mais viendra-t-on chez lui dans ce quartier malfamé ? Sa maison est trop petite. Celle d'Asinius Pollion n'est pas bien grande, mais il habite le beau quartier des Carènes, non loin de chez Cicéron. Une nuit, qu'il était sorti dans le jardin rafraîchir son esprit à la clarté de la lune, il entreprend d'escalader le mur qui lui coupe la vue. Arrivé au sommet, il contemple la sublime ordonnance d'atomes offerte à ses yeux, survole le charnier en contrebas qu'on appelle les Puticuli, laisse errer son regard sur la plaine blanchie au lait de lune. Tout est immobile. Un sentiment de vastitude lui élargit l'âme. Quel dommage d'avoir ce mur ! Et soudain, comme un essaim d'atomes extrêmement fins s'assemblant sur sa tête, lui arrive une illumination. Et si je la battais ? Il paraît que César se plaint de ce qu'il étouffe Rome. J'achèterai le terrain des Puticuli pour en faire mes jardins, qui seront aussi grands que ceux de Lucullus. Je rebâtirai la maison de fond en comble, ce serait formidable pour les recitationes. Il rend visite aux édiles le lendemain. Les cimetières ne sont pas à vendre, lui rétorque-t-on. Ide de mars, César a été assassiné. Une conjuration menée par Brutus et Cassius lui a fait la peau. Il voulait devenir dictateur à vie. Antoine, Brutus et Cassius soutenus par le Sénat, Sextus Pompée, fils du grand Pompée, et Octave, petit-neveu de César, adopté par ce dernier. Autant d'atomes qui s'agitent pour accaparer le pouvoir. Octave est tout jeune, à peine 19 ans. Il est l'héritier de César et, fort de ce nom, rassemble des troupes. Il demande l'hospitalité pour ses légions sur les terres de Mécène à Arretium. Les deux s'accordent et ne se quitteront plus. Qu'est-ce qui a décidé Mécène ? Le sentiment de reconnaissance envers César qui avait rendu leur droit aux bannis de Perpenna et Sertorius, ou encore la beauté juvénile et les yeux brillants d'intelligence d'Octave. Comment savoir si ce n'est pas plutôt un coup de ce clinamen, cette propriété interne aux atomes qui les fait, comme sous l'effet d'un petit vent, s'accrocher comme ci et non comme ça, les empêchant de tomber droit dans le vide et nous donnant l'illusion que nous avons nous-mêmes pris une décision. Après avoir chassé Antoine de Modène, Octave quitte la cité, à cheval, à la tête de ses légions. Mécène, qui n'est ni un bon cavalier, ni un bon marcheur, accompagne le mouvement depuis son char. La colonne arrive aux portes de la ville le 15 août au soir. Octave s'arrête au champ de Mars, il laisse ses troupes et, prenant avec lui une partie de sa cohorte et ses amis les plus chers, Agrippa et Mécène en tout premier, se dirige vers le forum. Tout au long du chemin, la foule l'acclame. Il entre dans la curie où le Sénat est réuni. On l'accueille avec froideur, mais déférence. Même Cicéron est là, le dernier de mes amis,
comme il le lui fait savoir. Au ton de morgue avec lequel il lui adresse cette remarque, tous comprennent qu'on ne l'appellera plus jamais enfant divin ou poupon morveux. Et cette morgue les englobe tous. Tout ce reste de noblesse romaine, vieille classe, pourriture, que déjà son oncle entendait faire gicler dans les égouts. Il ordonne de convoquer les comices pour l'élection de nouveaux consuls. L'usage veut que 3 marchés, soit 9 jours, séparent l'affichage des candidats sur le forum du vote. Le temps pour eux de faire campagne. Mais Octave n'a pas besoin de faire campagne. Il sera élu. C'est un coup d'État sans qu'une épée sorte du fourreau. Rome a reçu en silence le mort dans la bouche, dira Plutarque. La troupe rapprochée d'Octave dîne dans la maison de Mécène. « Dis-moi, lance quelqu'un à Mécène, tu vas pouvoir acheter tes pouticoulis maintenant ?» Mécène pique un phare. Il n'y avait pas songé. Mécène n'aime pas demander, mais qu'on lui fasse les demandes. N'empêche, le terrain pour sacré qu'il était la veille lui sera vendu. L'ancienne demeure a été abattue, la guerre terrassée, les murets des restants que sont terminés. Les ouvriers égalisent la terrasse d'un mortier de chaux, quand Octave, de retour de campagne, vient visiter le chantier. « C'est tout ?» ironise-t-il. « Je traverse la Macédoine aller-retour, j'écrase les armées de Cassius et Brutus à Philippe, et toi tu n'as même pas fini ta terrasse ? Et les pierres sacrées de notre mur, tu as du culot, dis-moi. Elles sont où ? Dans les restanques. Tu es un mécréant, dit Octave, cela ne m'étonne pas d'un épicurien. En acompte du remboursement des avances consenties, il offre à Mécène les biens d'un proscrit qu'il a fait mettre à mort après la victoire de Philippe. Il s'appelait Favonius. Il refusait de saluer Octave et le méprisait ouvertement. Les biens de Favonius deviennent un officium, un des beaux offices qu'on se doit entre amis. Ils entrent dans l'équilibre de ce qui est offert et de ce qui est rendu. Les travaux dureront près de 5 ans. Pendant ces 5 années, l'Italie sera régulièrement à feu et à sang, car la victoire de Philippe n'est pas la fin des guerres civiles. Octave a fait volte-face envers Antoine. Tous deux ont scellé leur alliance contre Brutus et Cassius en établissant le régime d'exception dit du triumvirat. Il leur faut des légions prêtes à tout. Ils accordent aux soldats ce que Sylla avait déjà accordé, une terre, quand ils prendront leur retraite, terre requise d'office sur celle des civils. De véritables expropriations. Cruelle politique qui provoquera la rencontre de Virgile et Mécène. C'est l'hiver. Une équipe de peintres est en train de couvrir de fresques le grand triclinium de Mécène. Des raisins, des poissons, des choux, des courges, du pain, du gibier, plus vivants les uns que les autres. Des miroirs d'étain sont entreposés contre un mur, partout de la poussière de marbre et de plâtre. Virgile vient de partir. Il a remis son livre à Mécène, un rouleau de papyrus enfermé dans une boîte longue et étroite. Les bucoliques, chant des bouviers. Il s'agit de petites idylles qui doivent beaucoup, a-t-il dit, à Théocrite, poète grec de Syracuse. Il a, en termes concis, exposé sa demande. Octave avait promis à Asinius Polion que les parents de Virgile seraient épargnés par les expropriations. Or, ils ont été avertis de l'arrivée d'un soldat vétéran avant la fin de l'hiver. Pourrait-il quelque chose pour eux ? Mécène a répondu « peut-être ». Il avait reconnu le jeune homme qui avait récité chez Asinius une histoire de moustique, sans grand intérêt. Il appelle Casra, le petit esclave qui vient de Bithynie et à qui il a appris à lire. Répète le temps qu'il faut,
et lis-les-moi quand tu seras prêt. Les mots sont écrits à la suite les uns des autres sans séparation, et Mécène exige une lecture parfaite. La première fois que j'ai lu les bucoliques, elles m'ont rebuté comme une poésie pastorale érudite et artificielle. Il a fallu la disparition de presque tous les papillons et insectes de mon jardin pour que j'ouvre les yeux sur la beauté des bucoliques dans lesquels tout vit de la même vie, bergers, animaux, arbres et fleurs, fleuves, naïades, nymphes, faunes et dieux. Hic adesso formose puer, tibi lilia plenis, ecce ferunt nymphae calatis, tibi candida nais, pallentes violas et summa papavera carpens, narcis et florem iungit benelentis aneti. Viens ici, ô bel enfant. Pour toi, voici les nymphes qui portent corbeilles débordantes de lys. Pour toi, la blanche naïade cueille pâle violette et hautain pavot, tresse narcisse et fleurs du fenouil odorant. La perception de la fragilité du réel m'a poussée dans le monde virgilien. Étape tout à fait inutile pour Mécène qui a reçu le texte des lèvres de Castra d'un seul coup et dans toute sa grâce. Peinture de l'Arcadie heureuse, rendue d'autant plus émouvante qu'elle est menacée, dans le texte même, de disparition. Déjà, non par le climat, mais par la guerre. Dans la dernière des idylles qu'il lui a remises, 2 personnes marchent. Elles ne se promènent pas, elles marchent en route pour une tâche précise. Remettre un agneau à son nouveau propriétaire. Tout en marchant, elles bavardent. C'est simple, pas tant que ça. Outre qu'elles vont remettre au nouveau propriétaire le fruit du troupeau, un agneau, elles essaient de se rappeler les vers qu'elles chantaient avant que ne survienne la catastrophe de l'expropriation. Et elles ne s'en souviennent plus. Plus elles marchent, moins elles s'en souviennent. Id quidaguet tacitus lucida me quipse voluto, si valeam me minisse. Je roule dans ma tête les souvenirs sans pouvoir les rappeler. Quid quaete pura solum sub nocte canentem audieram numeros memini si verba tenerem. Et ces autres vers que j'ai été entendu jadis chanter seul dans une belle nuit, je me souviens de l'air, mais pas des paroles. Omnia ferta aetas animum quoque saepe golongos, cantando puerum memini me condere soles, nunc oblita mihi tot carmina vox quoque muerim, iam fugitip salupi maerim videre priores. D'où vient le ton poignant de ces quelques vers? Ce presque rien, conversation du soir qui se termine par une interrogation. Le poète des bergers est parti, sans qu'on sache s'il rentrera. Mécène a pris le rouleau, a relu à voix basse. Lucrèce l'avait éclairé, lui avait révélé ce qu'il ne savait pas savoir. Il occupe beaucoup de ses insomnies à le lire. Mais sa poésie est pour lui hors d'atteinte. Elle se tient altière, sublime, tranchante, prête à le frapper. Tandis que Virgile, il lui semble qu'il lui tend la main. Il rêve. Aux images du texte, bien sûr, mais aussi à l'avenir de ses recitationes. Asinius donnait la parole à ceux qui la voulaient, il suffisait d'être son ami, il fera autrement. Il choisira ce qui sera lu. Il choisira la beauté. Il se créera des ennemis en vexant les refusés, tant pis. Il s'était trop souvent ennuyé chez Asinius. Combien de fois avait-il écouté par complaisance des vers sans intérêt? Son palais est orné par les meilleurs artistes.
il sera l'écrin des meilleurs poètes. Il se rend chez Virgile, qu'il sait habiter sur l'Aventin. Il n'est pas chez lui, dit sa logeuse. Une petite maison, sans cour. Elle le laisse entrer dans sa chambre. Ce pourrait être celle de Raskolnikov, une sorte d'appentis nu, avec une petite fenêtre. Le matin, il fait venir le scribe, raconte-t-elle, et l'après-midi, il reste enfermé. Il sort marcher avant son repas. Mécène voit bientôt la haute silhouette de Virgile grimper la rue. Il lui propose de venir habiter chez lui. Il sera mieux installé, il aura une grande bibliothèque et ne sera pas dérangé. Si, tu me dérangeras, dit doucement Virgile en refusant. Alors Mécène se souvient de la question que posait Philodème. Quel est ton genre de vie? Il comprend maintenant sa justesse. Être poète, c'est un genre de vie. Il n'en a pas le genre de vie. Mais quelque chose l'a mordu quand il était couché sur le flanc de Leftéris. Et la blessure béait encore. Elle réclame. Virgile y verse un peu de son remède. Je l'appelle la beauté. C'est pour elle. Pour la nourrir qu'il achète des tissus, collectionne les pierres, les statuettes de bronze et de terre, bâtit un palais, engueule les esclaves pour un couvert mal mis ou des assiettes dépareillées. Le luxe est une idée de la beauté, une façon de la chercher, dégradée, mais quand même. Chacun s'organise sa vie. Virgile vit, lui, pour la poésie, et lui. Pourquoi vit-il ? Mécène porte le rouleau à Octave. Varus et Gallus le lui ont déjà remis. « Dis-moi, dit Octave qui a déjà lu, c'est qui ce bébé ?» Dans une des bucoliques, en effet, Virgile chante la gloire d'Asinius Polion, sous le consulat duquel naît un bébé qui, la paix étant revenue, peut enfin sourire à sa mère. Tous les commentateurs de Virgile posent la question d'Octave. On pense qu'il s'agit d'un enfant de Polion qui serait né à peu près dans ces eaux-là. Et ce rôle accordé à Polion agace profondément Octave. « Tu n'as qu'à laisser aux parents de Virgile leur ferme, il te chantera, dit Mécène. C'est ainsi que les choses se passèrent. La duplicité du don naît dans cette conversation. Et Mécène devint le patron de Virgile. Patron, je n'ai pas encore parlé de cette relation entre patron et client qui structure la société romaine, plus ancienne, mais recoupant de fait la classification par la richesse. Je crains d'avoir à imposer à mon récit le détour d'une petite leçon nécessaire pour bien comprendre comment le mécénat, né à l'intérieur de ce cadre, s'en est détaché. Le client romain n'est pas celui qui entre dans une boutique pour acheter ce que vend un patron. Rome fut originairement, du moins le dit la légende, un groupe d'hommes unis autour de Romulus. À ces hommes, dont les patriciens sont les descendants, se sont agglutinés, d'ailleurs appelés par Romulus, des étrangers en quête d'une vie meilleure. Ces étrangers qui reçoivent protection et nourriture en échange de leur travail et de leur dévouement sont appelés clients. Quand les rois furent chassés, la Rome républicaine conserva cette structure essentielle, rendue particulièrement visible par le fait que le client se doit de venir saluer son patron tous les matins. Le patron, noble ou chevalier, doit assistance et protection à son client. En échange de quoi, ce dernier rend les services qui sont dans sa compétence. Fait nouveau, dû au changement de régime, le client vote
Le client est un citoyen. Le client vote pour son patron quand il se présente aux magistratures et devient son légionnaire quand il fait campagne. Entre patron et client, il n'est question ni de contrat, ni de salaire, ni d'esclavage, mais du sentiment religieux du devoir envers le plus faible comme envers le plus fort qui protège. Y déroger, c'est commettre un sacrilège. La fides, c'est-à-dire la confiance, la loyauté réciproque, qualifient leur relation. Ce couple, patron-client, innerve toute la société romaine. Il s'étend au lien avec les cités. Une cité peut être cliente d'une famille qui la protégera. La relation régit aussi les rapports avec les États. Rome a des États clients qui sont sous sa protection et servent, quoi qu'il arrive, ses intérêts, comme la Judée d'Hérode, par exemple. Le mort, à qui Mécène a confié la réalisation de la mosaïque de l'Atrium, a eu la chance que décembre soit beau. Tout au long des jours, il a surveillé le chemin de la lumière, changeant une tesselle ici ou là. La voilà maintenant dans son parfait équilibre. Il fait dire à Mécène de venir demain à l'heure de l'aube. La double porte est ouverte. Dans la pénombre, la mosaïque lavée à grande eau, humide, dégage une faible lumière bleue. Le fût des colonnes est opaque. Le soleil n'est pas encore entré dans la pièce. Soudain, le filet des tesselles d'or se met à frissonner, prenant la lumière comme une risée sur la mer. Puis, au fur et à mesure que pénètre le soleil, les colonnes deviennent translucides et la mer apparaît enfin, bleue, verte, brune et même rouge par endroits, parcourue du lacis des 1000 sourires. Mécène en reste sans voix. À midi, dit l'homme, cela scintillera. Impossible de remuer la langue. Avance, ordonne le mort. Il avance, il va toucher une colonne dont le fût est minutieusement poncé, doux sous la paume. Il passe d'une colonne à l'autre, les couleurs changent, bougent. Il marche comme sur l'eau, précautionneusement. Il se dirige vers le bassin central, pavé de tesselles lui aussi, au point qu'il disparaît quand on le regarde depuis les portes. Au milieu du bassin, il voit un visage, perceptible au travers de l'eau. « Qui est-ce » articule Mécène. « L'âme d'un mort dont tu as déplacé les os » répond le mort. « Je pourrais te jeter en prison pour ton insolence. Paie-moi d'abord. » Mécène, le cœur plein d'animosité pour le mépris de cet artiste, lui fait remettre la somme convenue et lui ordonne de disparaître. Voici le tour du maître peintre qui couvre les murs du palais. « Ça alors, répète-t-il. Il se met à genoux pour toucher les tesselles, tâcher de comprendre d'où viennent les vibrations. Va et vient à quatre pattes sur la surface bleue veinée d'or et de pourpre. « Regarde, dit-il à Mécène, les tesselles d'or sont toutes très légèrement inclinées vers l'entrée. C'est pourquoi elles ont pris le soleil les premières. » Le peintre avance vers le bassin central et découvre à son tour la tête. La bouche est ouverte et les yeux fermés. La figure est pâle, jeune, avec des cheveux ras et blonds. Ce n'est pas Méduse, ce n'est pas Océan. Il la regarde longuement et se tourne vers Mécène. « C'est Orphée » dit-il. « C'est Orphée » répète Mécène dans une illumination soudaine. Le mort s'est moqué de lui qui ne l'a pas reconnu. La tête d'Orphée décapitée par les bacchantes, jetée dans le fleuve qui l'a conduite à la mer, la tête d'Orphée qui continue de chanter toute seule. Quelle plus belle idée qu'Orphée pour un palais de la poésie.
La vie officielle de Mécène, protecteur des poètes, débute au dernier jour de l'automne 38, quand a lieu la première lecture des Bucoliques dans son Odéon. Il a décidé de tout, inventé le concept d'audition, choisi la voix de 2 eunuques, les danseurs et les musiciens. C'est un triomphe. Le buffet qui suit également, installé dans l'atrium. Les frères Sosie, meilleurs libraires de Rome, se promènent parmi la foule, une tablette sous le bras, pour noter les commandes. La jeune épouse de Mécène, Terentia, plus jolie que jamais dans un chiton brodé, navigue de groupe en groupe, un sourire aux lèvres. Elle a beaucoup de mérite à afficher un visage avenant, elle aurait voulu chanter, et Mécène, à sa stupeur, l'en a empêché. Une femme de la bonne société ne chante pas en public. « Mon chant ne te fait pas honneur ?» a-t-elle rétorqué. La voilà qui s'arrête devant Gallus. Mécène ne la quitte pas des yeux, Gallus est très beau garçon. Que se disent-ils qui les fait rire? Se moquent-ils de lui? Octave et son épouse Livie partent les premiers, applaudis par la foule. Ni Octave ni Mécène ne sont dupes de ces applaudissements. Tous deux sont dans le même panier, haïs, craints, mais gagnent 1 à 1 chacun de ces aristos à leur cause. Octave a été averti ce matin même de la reprise des actes de piraterie de Sextus Pompée, le fils du grand Pompée, qui voudrait sa part du gâteau. Il semblerait qu'il ait débarqué ses troupes sur la côte, en plusieurs endroits à la fois. Il a glissé la nouvelle à l'oreille de Mécène pendant le cocktail. Y aurait-il des partisans dans l'assemblée? Et maintenant, que vas-tu faire? Demande Mécène à Virgile, affalé sur un lit une fois que tout le monde est parti. Il a gardé avec lui Virgile et les eunuques qui ont récité. Ces 2 derniers, qu'il a baptisés Hic et Nunc, lui ont tant plu qu'il a fait offrir un bracelet d'argent à chacun. Où est Terentia? Mécène demande à Casra d'aller la chercher. L'esclave revient en rapportant que la maîtresse a la migraine. Mécène fronce les sourcils. Nous verrons demain, dit-il soudain très fatigué. Il lève la séance. Mécène frappe à la porte de Terentia. Pas de réponse. Il hésite. S'en va. Le lendemain. Reste un peu, dit-il à Virgile. Les routes ne sont pas sûres ces jours-ci. Mais Virgile veut rentrer chez lui, à Naples, dans la maison que lui a laissée son ami épicurien, Siron. Mécène le fait escorter par des gladiateurs. À Sinuessa, où son char quitte la Via Appia, commence la désolation. Granges brûlées, troupeaux égorgés, habitants éplorés. Formise, Vulturne, Puzzoles, même spectacle. Partout la campagne a brûlé. Le bébé de la paix a péri dans les flammes. Tel est le climat dans lequel Virgile se remet à l'ouvrage. Il pose un chou devant lui, une pomme, un poisson, et s'attelle à les décrire en hexamètres. Plus le règne de la force fait rage autour de lui, plus il se concentre sur les choux et les poissons. Une fois l'incendie est si proche que la fumée, rabattue par un vent violent, le suffoque. Il voit rougeoyer la braise dans la nuit et décrit la vision en hexamètres. Mécène a faussé compagnie à Octave pour aller voir Virgile. Virgile montre ses poèmes sur les choux, les poissons et les braises. Il parle d'Hésiode, de l'âge de fer où il dit que nous sommes parvenus, celui de la justice du point. « Je n'ai que mes choux à leur opposer, dit Virgile. Dans le flou de ce qu'il veut écrire, il distingue le travail de la terre, dit-il. Non plus celui des Arcadiens qui ressemblaient aux Pharniantes, mais celui qui remplit les greniers et ne tue pas. Et voilà comment rebondit son désormais protecteur. Alors, il ne faut pas aligner les poèmes sur les choux ou les carottes, comme tu as aligné tes idylles. Il faut un grand poème sur le travail lui-même, sur le soin de la terre, une défense de l'agriculture,
comme Hésiode, mais à ta façon. Maintenant, c'est à toi de la chanter. Tu vas la chanter. Première commande de Mécène. L'écriture des Géorgiques a duré 7 ans. Le poème comprend 4 chants consacrés aux travaux des champs, aux arbres et à la vigne, à l'élevage et aux abeilles. Mais dans le déroulé de ces travaux, Virgile insère de façon très libre des pauses, comme son hymne à l'Italie, littéralement sublime, dont autrefois les lycéens savaient au moins le début par cœur. Haec genus acre virum, marsos, pubemque sabellam, ad suetumque malo ligorem volscosque verutos extulitaec decios, marios magnosque camillos, Scipiadas duros bello et te, maxime Caesar. Qui nunc extremis asie iam victorinoris in bella vertis Romanis arcibus indum. Salve magna parens frugum Saturni Atellus, magna virum tibi res antiquae laudis et artem, ingredior sanctos ausus recludere fontes, ascraeumque cano Romana per oppida Carmen. Salut, grande nourricière de moissons, terre de Saturne, grande mère de héros, pour toi j'entonne la louange de ton art antique, j'ose ouvrir les sources sacrées et je chante à travers les villes romaines le poème d'Ascra. Quant à Horace, le poète raconte dans une de ses satires sa première entrevue avec Mécène. Une fois devant toi, bégayant quelques mots, la honte m'empêchant d'en dire plus, je ne me vante pas d'être né d'un père illustre, ni de faire le tour de mes domaines sur un percheron. Je dis ce que je suis. Tu me réponds, à ton habitude, en peu de mots. Je m'en vais. Tu me rappelles 9 mois plus tard et m'invites à me conter de tes amis. Il commence sa carrière avec la réputation d'un comique. Il a pris son tour après la Recitatio de Gallus, le poète élégiaque très aimé. Il a choisi, de concert avec Mécène, les poèmes les plus drôles parmi ses épodes et ses satires, les vieilles impudiques, les fâcheux, les avares, les soi-disant amoureux de la campagne. Les satires sont, comme il le dit lui-même, des sortes de bavardages en langue familière, mais critiques, mais pleines de pensées. Horace les voulait légers et rapides. Il a le regard perçant, il croque plutôt qu'il ne griffe, et il fait rire. Tout l'oppose à Virgile. Les mœurs n'intéressent pas Virgile, mais l'amour. Le discours n'intéresse pas Virgile, mais le chant. Imiter le laisser-aller de la parole, l'idée ne viendrait pas à Virgile. C'est une vraie question que celle d'écrire la langue familière. Horace ne cherche pas le grand genre qui donne la gloire. Il cherche, comme il le dira plus tard dans sa lettre aux Pisons, à Aut prodesse voluntae delectare poetae, aut simulet iucunda et idonea dicere vitae. dire tout ensemble des choses qui puissent avoir de l'agrément et servir à la vie. Assis dans la chambre de leur dominus, nus, la peau brillante de benjoin, leur pagne de perles posé à côté d'eux, Hic et Nunc jouent au dé. Ils surveillent les bruits qui montent de la rue. Le char de leur dominus ne devrait pas tarder. Il aime les trouver à jouer. Ils entendent le cocher arrêter les chevaux, le dominus pénètre dans la chambre,
Des petits esclaves se précipitent avec des serviettes humides pour lui essuyer les mains et le visage, délacer ses chaussures, lui mettre ses mules, épousseter, lui apporter de l'eau fraîche et du lait d'amande. Ik et Nunc continuent de jouer comme si de rien n'était, ainsi que le désir le dominus. Mécène va faire un tour sur la terrasse. Il s'emplit les poumons de l'air de la nuit, comme pour chasser les soucis accumulés pendant la journée. Il y a eu réunion de crise au Palatin. Les consuls, amis d'Antoine, à peine les célébrations de leur investiture terminées, sont partis le rejoindre à Alexandrie, alimentant la peur de ce que la ville égyptienne prenne la place de Rome. Il retourne à la chambre, s'allonge sur le divan, surveille les dés. Le déroulé des plaisirs du maître est presque toujours le même. Ik et Nunc se lèvent, agrafent leur pagne de perles autour de la taille et commencent à danser. Quand le maître est rassasié de les voir, il leur fait signe de venir lui donner son plaisir. Il s'abandonne à leurs caresses. Mécène est une femme. Il ne dormira pas. Avec Terentia, il réussit à dormir. Il se love dans le lit conjugal comme un chat dans sa panière. Mais elle le fuit, se dérobe, ne se laisse jamais prendre dans les bras, serrée dans les bras. Horace et Mécène ont dormi à Tibur, Tivoli. Se sont levés tôt. Après Waria, ils ont tourné à gauche pour longer la Digentia, petit cours d'eau vite encaissé au creux de hautes collines. Le chemin monte, malaisé, les chevaux vont au pas. 3 personnes, plus la bibliothèque d'Horace tassée dans des coffres, c'est lourd. 2 esclaves suivent dans une carriole avec les impedimenta. Quand ils arrivent à proximité d'un petit temple en ruine, Mécène dit « À partir de là, tout est à toi. » Horace a la gorge nouée. « C'est un angulus », écrira Horace bien après, « un angle au bout du monde. » Et aussi, dira-t-il, « arx », une citadelle. Et aussi, « continui montes nidis socientur opaca valle », une chaîne de hauteur coupée seulement par une vallée ombreuse. Mécène le conduit par un sentier qui monte encore et encore sous les arbres jusqu'à une clairière fermée par un grand rocher où cascade une eau babillante. Elle fait une petite mare au pied du rocher avant de continuer son chemin à l'ombre des Ieuses. Vraiment le bout du monde, vraiment la demeure d'une nymphe. Ils se penchent pour boire dans leurs mains, délassent leurs chaussures et les pieds dans l'eau froide éclatent de rire. « Tu ne vas jamais tenir le coup, dit Mécène. L'hiver, on gèle. » Il y a un bain chaud à côté de la cuisine, une sorte de trouara, ne va pas t'imaginer caldarium et frigidarium. Je t'emmène plus haut. Ils gravissent la pente jusqu'à une échancrure où ils découvrent un paysage qui s'étend vers l'horizon lointain de l'ouest. Tu vois la fumée là-bas ? C'est Rome. Depuis ma tour, je pourrais te faire signe avec un miroir. J'ai regardé les comptes. Les revenus du domaine sont corrects. Tu n'auras qu'à laisser faire le Willicus. Sa femme fait d'excellents fromages de chèvre. Allons voir la maison. Le premier soir, Horace n'a pas dormi. Trop de silence. Il avait les yeux ouverts dans le noir. Il pensait à sa nouvelle vie, à sa nouvelle poésie, sa désormais seule compagne. Mécène est puissant, de plus en plus puissant. Mais lui, Horace, il a de l'or dans les mains. Ils le savent. Leur amitié est de la meilleure espèce, celle qui réclame l'égalité. Il a fallu la maison, j'en suis sûre, pour qu'Horace passe des satires aux odes, des hexamètres à la métrique éolienne. Distique composé d'un vers glyconique suivi d'un asclépiade mineur, scénaire iambique catalectique. Qui a inventé ces mots ? Qui les mémorise encore, en cet instant où j'écris et où le monde retient son souffle à l'idée de la vengeance d'Israël ? Les événements qui traversent ma pensée depuis que j'ai commencé à écrire ce livre
l'épidémie de Covid, la guerre en Ukraine, la déferlante MeToo et maintenant l'attaque du Hamas s'en trouvent comme maintenus à distance et j'en éprouve de la culpabilité. Pourtant, je sens que ma place est à cette table, au milieu de mes encyclopédies et dictionnaires, des versions bilingues des grands poèmes latins. Quel sens a tout cela? Je ne le sais pas, mais il m'est interdit de lâcher l'effort, de ne pas donner le meilleur de ce que je peux, moi, la plus que chanceuse. Terentia a insisté auprès d'Horace pour qu'il soit là. Ide d'août, pleine lune, fête de Diane, sanctuaire d'Aricie avec son lac où se mire la déesse. Elle y a un autel dans un bois sacré. Le matin, Octave a sacrifié une biche. L'après-midi, les femmes sont venues en cérémonie demander à la déesse de les protéger. Elles ont déposé des offrandes au pied de sa statue, des figurines de bébés, des ceintures de mariés. Diane veille au bonheur conjugal, aux grossesses et aux accouchements. Cette fois, Mécène est persuadé que sa femme est enceinte. Il est particulièrement prévenant. La viande a cuit, la déesse a eu sa part, les romaines et leurs maris, le reste. Les matrones ont allumé les flambeaux que les vierges ont portés en procession. C'est l'heure des jeux et des danses. La bonne société commence à s'en aller, elle se mêle au peuple dans les célébrations, pas dans les distractions. Mais Terentia tire son mari par la manche, elle veut rester danser. À tour de rôle, une femme saute au milieu du cercle et invite un homme. Terentia virevolte, s'esquive, folle et gracieuse. Octave est dans la ronde. Crâneuse, elle le choisit, lui tape sur les doigts. Elle cherche Cassera des yeux. Pourquoi ne serait-il pas venu? Il sait qu'elle est là, ils viennent chaque année. Il paraît qu'il est négociant au port depuis que Mécène l'a affranchi. Où es-tu, Cassera? Je jure que je t'embrasserai devant la foule si tu oses te montrer. Toi non plus, tu ne danses pas, petit homme? Donne-moi à boire, dit-elle en posant sur Horace l'éclat lumineux de ses yeux. Où est mon mari? Je porte son enfant, tu sais. Je suis un vase précieux, très précieux. Mécène apparaît. On rentre, dit-il. Non, je t'en prie, tu ne vois pas que la lune est dans le lac? Tiens-toi, s'il te plaît, tu as trop bu. On rentre. Je t'en prie, on dirait mon oncle. J'ai dit non. Ah, pourquoi les jeunes filles se marient-elles? Elles feraient mieux de se suicider. Elle vacille. Mécène la soulève, un bras sous les jambes, un autre sous les épaules. Elle passe les deux siens derrière son cou et lui murmure des mots doux. Horace suit. Le lendemain, elle a ses règles. Le voilà! Le voilà! Le voilà! Le voilà. Crie la foule, massée sur les quais de Brindisium. Éole pousse le vainqueur vers elle. Octave rentre au pays. Antoine est mort et l'Égypte n'est plus qu'une province romaine. Des petites barques s'avancent à sa rencontre. On se jette à l'eau. Une délégation de sénateurs, conduite par le consul Apuleius, dont ce fut la seule action notable, attend sur le quai. Le bateau jette l'ancre au milieu de la rade. L'eau se jonche de fleurs. La fanfare s'époumonne pendant que la chaloupe conduit Octave à terre. Il porte un visage qu'on dirait en cire, lointain. Le regard dur. Celui de César quand il l'accompagnait à la curie. César, le seul témoin digne de lui et qui n'est pas là pour l'attendre. Le Sénat l'a tué. Les licteurs tâchent de repousser la foule
qui veut toucher son Dieu, escorte son char jusqu'à la villa de Mécène, où il le laisse. Octave encore, à Alexandrie, avait reçu ce mot. Virgile a fini les Géorgiques. Virgile a fini les Géorgiques. Wenio, j'arrive, avait tracé Octave au bas du papyrus. La familia attend au bas du jardin. Le Vésuve a mis son panache de gloire. Le chemin est jaune de safran, les cigales crissent, le soleil darde. Octave descend de ses coussins, laisse tomber son masque. Il a mauvaise mine, il boite, les voyages le fatiguent. Mécène serre contre lui le petit garçon qui a eu la peau de Decimus Brutus, l'ami extraordinaire qui parfois lui paraît son fils, son enfant, parfois son bourreau. Ils restent l'un dans les bras de l'autre sans bouger, un temps qui semble à l'assistance infiniment long, mais à eux, rien, en regard de la longueur du chemin qui aboutit là, à Attella. 4 soirs de suite, alors que Rome attend son vainqueur, Virgile et Mécène se sont relayés pour faire la lecture à Octave. Virgile est réputé pour sa façon de lire. Les mauvaises langues disent que sans le charme de sa voix, ses vers sonnent creux. Tant pis pour elles si elles ne savent pas goûter. Virgile, qui a commencé à écrire en 37, a d'abord supplié le jeune César, il appelle toujours Octave César, « Prends en pitié avec moi les paysans désorientés. » À présent, les champs sont en culture, les arbres taillés, les troupeaux au pré, les pays en ordre, et il est possible de penser au repos. Le chant est prêt à être entendu quand le héros rentre au pays natal. Admirable orchestration. Atque quid extremoni iam sub fine laborum vela traet terris festina duertere pruram forsitan et pingues hortus quae cura colendi ornaret canerem biferique rosaria paesti quoque modo potis gauderent intiba rivis et virides sapiori pae tortusque per herbam cresceret in ventrem cucumis. Si enfin, au bout de mes peines, je n'amenais mes voiles et n'avais hâte de rentrer au port, peut-être chanterais-je l'art de fertiliser et orner les jardins, les roses de Paestum fleurissant 2 fois l'an, la chicorée aimant à boire l'eau des ruisseaux, le persil qui fait la joie des rives verdoyantes et le concombre qui prend du ventre en se tordant parmi les herbes. Je ne connais que le Monet presque aveugle pour savoir me tendre une image à la hauteur de ses vers. L'assistance a applaudi à tout rompre. Mécène, qui a lu avec Virgile, se sent lui aussi applaudi. Certes, il partage le succès. Certes, il a lancé la semence dans le cœur de Virgile. Certes, il est lui aussi un peu l'auteur, un peu responsable. Quand il s'est levé pour remplacer Virgile, c'était comme s'il lui donnait de sa personne et recevait la sienne en échange. Les mots qui passaient par sa bouche, ils étaient les siens. Il en éprouvait une exaltation. Chacun les serre l'un et l'autre dans les bras. « Virgile, reprend-il, ne faut-il pas que l'Iliade et l'Odyssée cèdent la place? N'en a-t-on pas assez d'Hector et Achille depuis le temps qu'on les rabâche? Les héros doivent se renouveler, et toi, Virgile, remplacer Homère. Tu hisseras l'épopée romaine par-dessus la grecque. Octave en sera le héros. Tu n'imagines pas à quel point j'en suis certain. » Le lieu où j'habite n'est pas seulement celui des animaux et des oiseaux, des agriculteurs ou des amoureux de la campagne. Il est aussi celui de ses vestiges, en particulier gallo-romains. En plein bois,
a été fouillé le site de Compierre, bourgade dont l'existence remonte au 1er siècle avant Jésus-Christ. Elle compta jusqu'à 8000 habitants. On y extrayait le minerai de fer. Je n'y ai jamais vu personne, sauf les ombres imaginaires de nos aïeux. Le sol où ils marchaient a été dégagé. Les fondations des maisons y délimitent des ruelles si étroites qu'on ne peut y passer à 2 de front. Me vient l'idée que ce frottement inévitable entre les corps a forcé au ménagement les uns envers les autres, à la délicatesse des manières. Après vous, madame, faites donc, je vous prie. Profitant de l'eau de la rivière, les légionnaires qui passaient au pré ont baigné leur corps fatigué des marches à journées longues. L'eau est un élément qui ne se renouvelle pas. Qu'elle soit sous forme liquide, solide ou gazeuse, depuis la nuit des temps, l'eau est la même eau. Je puis penser que les légionnaires trempaient leurs pieds pleins d'ampoules dans la même eau que moi. Et sous ces grands arbres, il me semble que je suis soumise à l'initiation d'une vérité cachée, la même pour tous, à travers tous les lieux et tous les temps, qui, si j'étais capable de l'affronter, de l'assimiler, m'illuminerait comme un feu et changerait ma vie. Terencia est apparue dans la nuit, telle Hécate. Elle le trouve assis dans sa bibliothèque, penché sur sa table. « Que lis-tu » Elle approche, elle prend le volume, le pose. « Tu vois tout ce que j'ai à lire » dit Mécène en lui montrant une montagne de boîtiers. « Autant de gens qui s'imaginent avoir du talent et espèrent que je les introduise auprès d'Octave. Tu es obligé de le faire ? Où étais-tu ? » Elle lui touche l'épaule, le désir le submerge. Il se tient à carreau sur sa chaise. Elle semble attendre qu'il fasse quelque chose, comme si tout était ouvert, un vague sourire sur les lèvres. Alors il se lève, hésitant. Elle ne recule pas. Il la conduit dans la chambre nuptiale. Elle s'allonge. Avant de descendre de la tour, elle a enduit son intimité d'huile de jujube. Eros accorde leurs gestes et les inonde de plaisir. Ils restent enlacés. Ils n'enlacent pas hic et nunc. Ils n'enlacent jamais personne. Il pose sa joue sur son ventre. La dernière fois, c'était avant la fête de Diane, mais il ne sait plus si c'est celle de cette année ou celle de l'année dernière. Il sent venir le sommeil, il va dormir. Terentia le conduit vers le sommeil. Il dort. Hélas, au matin, il se retourne. Il ne peut s'empêcher de se retourner. « Où étais-tu » demande-t-il. « Je prépare une pantomime avec Lycoris. »« Une pantomime ? N'as-tu pas entendu parler de la pantomime nouvelle ? C'est un genre exigeant, un art total, texte, danse, peinture et musique. » De quoi ça parle ? Cela dépend de la mythologie ou de la vie pastorale. Je préfère la mythologie. Lycoris et moi mettons en scène l'histoire de Syrinx. Tu pourrais nous financer ? C'est pour ça que tu es revenu ? Tu peux le voir comme ça. Veux-tu que nous te montrions où nous en sommes ? Cela te reposera des louanges à Actium. Dis-moi où tu étais. Chez Gallus, c'est vite chez lui, Lycoris a les clés. Lycoris a les clés ? Non mais je rêve. Tu vas me faire plaisir de quitter immédiatement sa maison. Il la secoue, il lui serre les bras à lui faire des bleus. Tu entends ? Tu entends ? Va chercher tes affaires. Oh là ! La litière de madame, tout de suite ! Lance-t-il au premier esclave qu'il rencontre. Je vais avec toi, au moins je suis sûr que tu reviendras.
Mécène, qui ne va plus au Palatin que pour maintenir des relations cordiales avec Octave devenu Auguste, y est un jour convoqué dans les formes. Un certain Castricius annonce gravement Auguste, accuse Licinius de complot contre moi. Mécène, sans l'inquiétude, lui serrait la gorge. Licinius est son beau-frère. Celui-ci a pris la défense d'un gouverneur dont Octave, devenu Auguste, voulait la peau. Et Auguste en a été furieux. Mécène rentre chez lui, malade d'inquiétude. Auguste va maintenant vouloir la peau de Licinius. Mécène entend siffler Terentia. Ça fait longtemps qu'il ne l'a pas entendu siffler. Faut-il la mettre au courant? Licinius est son frère. Elle entre dans la bibliothèque, rayonnante. Attention, Mécène, tu t'apprêtes à commettre une erreur. Ce qui se dit au Palatin ne doit pas en sortir. Mais quoi? Il veut seulement la sonder. Peut-être que son frère lui a confié quelque chose. Pourquoi veux-tu que j'aie des nouvelles? Répond-elle. Tu sais bien que je ne l'ai pas vu depuis les inondations. La lumière du plaisir traîne sur son visage, pas trace de son agressivité coutumière. Mécène révèle l'affaire. A-t-il oublié que la fuite de Licinius le dénoncerait aux yeux d'Auguste? Mécène et Terentia aiment Licinius. Horace aussi, qui lui a dédié l'ode de Laurea Mediocritas. Rectius vives licini nequaltum semper urgendo nequedum procellas cautus horrescis nimium premendo litus iniquum. Tu vivras droit, Licinius, sans pousser toujours vers le large, sans, quand t'effraient les tempêtes, serrer de trop près le rivage rocheux. Auream quisquis mediocritatem diligitutus caret obsoleti sordibus tecti caret invidenda sobrius aula. Qui choisit la voie dorée du milieu se garde des misères d'un toit délabré, comme il se garde, mesuré, d'attiser la convoitise par sa demeure. Sperat in festis metuit secundis alteram sortem bene praeparatum pectus informis iemes reducit Jupiter idem summovet nun si male nunc et olim sicerit quondam citara tacentem suscitat musam neque semper arcum tendit Apollo. Il garde espoir dans les périls. Il craint le sort contraire dans les bonnes fortunes, celui dont le cœur est bien préparé. L'horrible hiver, Jupiter le ramène et de même le chasse. Si le jour est mauvais, demain ne le sera pas. Parfois, de sa cithare, il réveille la muse silencieuse. Il ne tend pas toujours son arc, Apollon. Rebus angustis animosus atque fortis appare sapienter idem contra es vento nimium secundo turgida vela. Dans les situations critiques, montre-toi ferme et courageux. Et de même, sagement, réduis la voilure quand un vent favorable la gonfle trop. Comme elle est belle, cette ode, avec son balancement de valse à deux temps, chantant sur un rythme saphique, une leçon de sagesse tournée vers la prudence, mère des vertus, disait Épicure. Il l'avait écoutée en souriant pendant que Licinius, soudain intimidé, rougissait d'être le centre de l'attention. L'accusé, s'étant enfui en raison de l'indiscrétion de Mécène,
a été condamnée à mort par contumace. On l'a cherchée, on l'a étranglée avec un lacet. L'agitation humaine est incessante. Souvenons-nous de cette vision du rayon de lumière plein de poussière tourbillonnante choisie par Lucrèce pour figurer l'agitation des atomes. Telle est la vie de Rome, effervescente. Les lois d'Auguste, c'est sûr, on les contourne. Les célibataires font des mariages blancs pour pouvoir hériter. Et soudain, dans cette agitation, grain de poussière parmi les grains de poussière, le jeune Properce meurt. Il allait sur ses 30 ans. L'après-midi, ils étaient ensemble chez Messala pour écouter Ovide. Le soir, il meurt en avalant de travers. Son esclave n'a rien pu faire. Properce n'est plus. La mort n'est rien pour nous. Je suis, elle n'est pas. Elle est, je ne suis plus. Virgile n'est plus. Varius n'est plus. Marcellus n'est plus. Properce n'est plus. Varron n'est plus. Le monde s'écoule en un flot permanent, écrit Lucrèce. Dès que Properce avait fini une élégie, il courait la porter à Mécène. Il adorait lui expliquer ce qu'il avait voulu faire. Ensuite, il disputait une partie de jeu de paume. C'était son meilleur partenaire. Mécène avait 25 ans de plus que lui et commençait à fatiguer. Properce le savait bien, qui le laissait gagner. La nuit est tombée. Mécène et Horace, sur la terrasse, écoutent les fontaines. Le médecin ne trouve pas pourquoi je tremble quand je m'allonge, dit Mécène. C'est probablement la bile. Tu devrais faire du sport. La mort n'est rien pour nous, tu parles d'une blague. Pourquoi tu n'essaies pas l'autre remède? Lequel? Répéter « Merci, c'était très bon », comme un convive bien élevé qui se lève de table. Tu as raison, c'est mieux. Tu ne veux pas chanter? Si, j'ai justement un petit air grec qui me trotte dans la tête. Tu le connais? Ils font des vocalises l'un à côté de l'autre. Un esclave leur apporte du vin et une couverture. Tous deux s'en enveloppent. Tu n'as pas peur de mourir? Cela m'arrive. Regarde, les Pléiades sont apparues. Ils contemplent en silence jusqu'à ce que le froid les chasse. Je vais me coucher. Merci, c'était très bon. Mécène préfère rester encore un peu dans l'atrium. Terentia est à Casinum. Elle y va de plus en plus souvent. Pline a écrit qu'il n'a pas dormi pendant les 3 dernières années de sa vie. Il marche dans le palais. Il se souvient d'une ode où Sappho charme les morts aux enfers qui s'attroupent en foule pour l'écouter. Si seulement c'était vrai, s'il y avait aux enfers une Sappho qui chante, on irait tout de suite. Horace écrit que les morts la boivent de l'oreille. Il se dirige vers les appartements de Terentia. Il lui semble voir sa forme dans le lit, mais il n'y a personne. Il attend l'aube, que l'intendant vienne ouvrir les portes et que la lumière commence à iriser la mosaïque. Merci, c'était très bon. Merci, c'était très bon. Qu'est-ce qui était bon? Plus rien ne lui semble bon à cette heure. Bon, peut-être pas, mais beau. Oui, oui, c'était très beau. Merci, c'était très beau. Je devrais faire la liste de la beauté. Les géorgiques, le bronze de l'ombre du soir, mon jardin, Terentia. Merci, c'était très beau. Merci à qui? À qui? Il va chercher en titubant
le texte que lui a apporté Horace, la lettre au fils Pison. Pison, il se souvient d'être allé chez lui quand il fréquentait le sodalicium de Philodème, à Herculanum. Une baraque sublime, toutes les chambres avec vue sur la mer. Épicure a menti, la mort ne vient pas d'un coup. Tu es, elle n'est pas, elle est, tu n'es plus, c'est faux. Elle est, et je suis là. Son corps le lui dit. Il retourne dans l'atrium, il campe dans l'atrium, il a pris en grippe sa chambre et sa bibliothèque. L'art poétique adressé au Pison lui tombe des mains. Il se relève, il tremble. S'il se met à trembler debout, il ne s'en sortira pas. Il titube vers la bibliothèque. La nausée l'envahit. Il avance quand même. Un coup de poignard dans le dos, la douleur lui traverse la poitrine. Il est tombé. Écoute. Écoute la douceur des apostrophes à Mécène dans les poèmes d'Horace. Iocose Maecenas, Facétieux Mécène, candide Maecenas, Mécène, ami du vrai, o et praesidium et dulce decus meum, toi mon appui, toi ma douce gloire, care Maecenas eques, cher Mécène, chevalier, dilecte Maecenas, Mécène chéri, meus Maecenas, mon Mécène, Maecenas nemo generosior est te, personne n'est plus généreux que toi, sum tibi Maecenas convictor, moi, Mécène, que tu invites à ta table, sans compter tous les vers qui lui sont adressés pour l'inviter à venir à la campagne, à se réjouir avec lui, sans compter la confiance, sans compter la maison. hoc erat in votis. C'était mon vœu. Écoute encore le refrain de l'amitié. Le petit esclave qui dort par terre dans un coin de l'atrium a entendu le choc. Il ne savait pas si c'était bien ça la mort qu'il n'avait jamais vue. Il n'a pas osé réveiller la maison. Il est resté à côté de son maître jusqu'à ce que l'intendant vienne ouvrir les portes. La maison s'est mise à crier. Le bruit a réveillé Horace. Avec l'intendant, il a porté Mécène dans son lit, qui ne tremblait plus. Il avait 64 ans. Les atomes ont passé sous les portes.